Alors maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus opérative. Vous savez, quand on est dans un laboratoire, quand vous entendez bien le mot laboratoire, dans le langage des oiseaux, on est moitié labor, on est moitié oratoire. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie opérative aussi qui est très importante. Donc là, on a fait beaucoup de théories, bien qu'on a quand même des éléments concrets pour pouvoir démarrer. Mais là, on va aller sur un peu plus de pratique. Et c'est là où ça fonctionne mieux. OK. Alors, pourquoi investir? Change is coming. Nous y sommes vraiment. Ce changement va venir et il est temps de vous poser la question de ce que ça va être et de comment y rentrer et est-ce que vous devez y rentrer. On va rapidement faire les pays qui sont crypto-friendly. Donc ça, on le sait en premier. Alors, le Salvador n'est pas le premier pays crypto-friendly, c'est plutôt le premier pays à avoir adopté la crypto-monnaie. On a le Portugal aujourd'hui qui absolument, voilà, Nuno Monteiro est portugais, donc un big up au Portugais, qui est un pays qui est crypto-friendly, plus que friendly parce qu'il ne taxe pas les crypto-monnaies. Il y a eu pas mal de remue-ménage au niveau politique, mais ils ont réaffirmé leur volonté de ne pas vouloir taxer les actifs en crypto-monnaie. Donc, on est dans l'Union européenne, on n'est pas loin, c'est à 2h30 d'ici. Pour ceux qui veulent aller dans un pays ensoleillé, voilà une idée autre que Dubaï, parce qu'il n'y a pas que Dubaï dans la vie. La Suisse, pays bancaire par excellence, l'Allemagne, qui est juste à côté de nous. On a également la Russie, qui est très friendly avec les crypto-monnaies. La plupart de leurs riches aujourd'hui sont en train de transformer leur rouble en crypto-monnaie pour échapper à tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Ukraine justement. Et on a l'Inde qui est, avec la Chine, un des pays à vouloir faire la roupie numérique. On a Dubaï, bien sûr, les Émirats en général, mais Dubaï particulièrement. On a le Venezuela, la Centrafrique qui est le dernier pays en 2022 à avoir adopté la crypto-monnaie comme monnaie légale et plein d'autres à venir également. Donc, OK, ici, vous n'avez besoin d'aucun prérequis. Ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau de la crypto-monnaie, vous n'avez pas besoin d'être un trader expérimenté, vous n'avez pas besoin d'être un économiste chevronné. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement une intelligence sur cet écosystème. Se former dessus, appliquer des principes de base, comprendre la volatilité des marchés, comprendre tout simplement qu'il y a des cycles dans les marchés et on va voir ensemble sur quel type de monnaie il faut aller et qu'est-ce que ce sont les monnaies. Donc n'importe qui peut trader dans le monde avec une simple connexion Internet. Il n'y a pas besoin de compte bancaire. Et gagner autant d'argent que c'est vrai, son intelligence, son audace et sa chance lui permettent. Je dis bien l'intelligence parce qu'à un moment donné, il faut s'y mettre et développer l'intelligence pour cet écosystème. L'audace parce qu'il faudra vous y mettre. À un moment donné, personne ne va le faire à votre place. De toute façon, le meilleur moyen de savoir quelque chose, c'est d'y aller. Et c'est à vous, justement, d'arbitrer le risque que vous voulez mettre dedans pour apprendre, sans forcément penser au gain. Pour l'instant, on apprend. Et surtout la chance, parce qu'à un moment donné, on peut être sur un bon investissement ou un mauvais investissement. Mais comme Dora vous l'a dit précédemment, si vous avez fait une bonne diversification, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, trader sur n'importe quel marché dans le monde, de New York au Japon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel, sans aucune limite, sans aucune contrainte, au contraire des marchés boursiers, par exemple. Alors, pas d'intermédiaire, pas de validateur, le seul maître à bord, c'est vous. Et c'est là où ça change, parce que personne ne va venir vous dire aujourd'hui comment faire ou comment gagner de l'argent. Si moi, je suis là pour vous dire comment faire, mais vous n'êtes pas dépendant de moi. Vous allez être autonome pour apprendre vous-même à faire. Ça, c'est mon objectif primordial. Make the difference. Pourquoi? On l'a vu, je vais passer rapidement dessus. Le Bitcoin se caractérise par sa rareté. Et donc, c'est sa rareté qui va faire sa valeur dans le temps. Nuno l'a dit tout à l'heure. Vous avez un jeune qui est décédé, il a perdu tous ses cryptos-actifs. C'est fini. On ne peut rien faire avec. Ce sont des crypto-actifs perdus à vie. Personne ne pourra jamais les reproduire, les redupliquer, les remettre dans le marché. Donc, on est sur quelque chose, contrairement à la monnaie classique, où il y en aura de moins en moins, avec des risques et des facteurs comme cela. Donc, forcément, il y aura de la valeur. 21 millions d'unités maximum, ça, vous le savez déjà. Alors que l'argent se fabrique en masse tous les jours par les banques centrales. La BCE pour nous, la Banque Centrale Européenne, et la Fed aux États-Unis. Alors, je m'arrête rapidement dessus. Pourquoi? Parce que ces deux entités sont deux entités qui ont à leur tête des personnes qui n'ont jamais été élues démocratiquement. Mais pourtant, ces personnes déterminent notre politique monétaire, économique, financière et aussi sociale parce que ça a des impacts sociétaux très importants et ces personnes n'ont jamais été élues démocratiquement. Et entre ces personnes et vous, il y a une telle différence hiérarchique, entre guillemets, que pour qu'une personne puisse prendre une décision éclairée, il faut que la personne soit... elle soit concernée par les impacts de sa décision. Christine Lagarde, elle n'a aucune considération
au niveau micro des impacts que ça peut avoir sur vous, sa politique monétaire. Peut-être au niveau macro. Mais vous, en tant qu'individu, vous faites partie d'un ensemble cohérent. Donc, voilà. Alors que, personnellement, si vous reprenez le rôle de la BCE sur votre économie, normalement, elle se portera bien mieux parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre. Alors, j'ai oublié les chiffres, mais on a aujourd'hui 80% de la population qui n'a pas accès à un compte bancaire, mais qui a accès à Internet. Alors, Fees and Facts. Ça, j'aime bien ce tableau. C'est un tableau récapitulatif du rendement sur le Bitcoin depuis que le Bitcoin existe. Donc, ce qu'on voit, je vais vous le lire. En 2010, pour commencer, le Bitcoin a commencé l'année à 0,003 centimes de dollars. À la fin de l'année, il était à 0,30 dollars. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un marché qui est fait sur des cycles de 4 ans. Celui-ci ne compte pas, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur 3 cycles haussiers, avec une dernière année qui est très haussière, et on a justement un crash après. On a la même chose ici de 2015 à 2018. En effet, le Bitcoin a atteint 19 600 dollars en 2017 et il a crashé en 2018 à 3 000 dollars. Je m'en souviens très bien, j'étais à l'école d'orthopédie. Donc là, c'est bien entre le début de l'année et la fin de l'année. Là, il n'y a pas 19 000 dollars parce que le Bitcoin a atteint 19 000 dollars en novembre ou en décembre. Il n'a pas clôturé l'année à 19 000 dollars. Ici, on est en train de se retrouver en 2018, on a fait moins 73%. Et là, on est sur un cycle haussier qui a commencé après le crash, justement. En 2018, ça a recommencé à monter, ça a continué à monter, ça a explosé. Et là, en 2022, ça a chuté. Donc ça, c'est une information qui s'est arrêtée. Nous ne sommes pas encore fin 2022, donc c'est year to date. Donc ça veut dire que ce chiffre a encore plus augmenté. Donc qu'est-ce qui va se passer d'après vous? On recommence. 1, 2, 3, 4, ça chute. 1, 2, 3, 4, ça chute. 1, 2, 3. Donc, ça veut dire 2023, ça repart. 2024, 2025, on est au top. Et moi, mes prévisions, c'est que le Bitcoin sera potentiellement à un prix beaucoup plus élevé que 70 000 dollars en 2025. Vous voyez la logique? Marché cyclique, et ça, la crypto n'a rien inventé parce que ça reprend tout simplement le cycle des marchés classiques. Alors, la volatilité cyclique, la spéculation sur les marchés, le Bitcoin peut faire des variations importantes, etc., etc. Ça, ce sont les risques. Mais les risques, vous les connaissez déjà. Vous êtes déjà prêt à ça. Ça veut dire quoi? Le Bitcoin chute, vous avez gardé un peu de cash parce que vous avez fait une bonne stratégie, une bonne diversification, bah vous rachetez. Et quand vous rachetez, ça fait quoi? Ça diminue votre prix d'achat à la baisse. Donc, il était à 19 000 dollars, il chutait à 3 200 dollars. Celui qui a acheté, disons, à 18 000 dollars, eh ben, lui, il n'a pas acheté cher. Parce que s'il a ses disons long terme, ben, il a racheté quand le marché a chuté. Et même s'il n'a pas racheté quand le Bitcoin était à 69 000 dollars, il est gagnant. Donc, c'est pas du casino. Les risques, c'est que vous pouvez avoir une mauvaise maîtrise de vos émotions. Et seul devant un marché, devant un ordinateur, à devoir cliquer acheter ou vendre quand le marché monte ou quand il baisse. Quand il monte, on se dit il va toujours monter. Quand il baisse, on se dit jusqu'où il va baisser. À un moment, on capitule et on vend. Exactement. Et les gens s'intéressent au Bitcoin par cupidité. Alors à partir d'aujourd'hui, on est enregistré dans la caméra. Je souhaite que vous commenciez à ne plus penser au Bitcoin pour de l'argent seulement, mais que vous le pensiez comme une révolution de notre société, comme un nouveau mode de fonctionnement, comme des possibilités différentes en termes financiers et économiques. Donc, on a beaucoup plus d'émotions en perdant 1 000 dollars qu'en gagnant 1 000 dollars. Le ratio exact, c'est 3. 3. Ça veut dire qu'on a plus une émotion quand on a gagné 1 000 dollars. On a moins 3 en termes d'émotions quand on a perdu 1 000 dollars. OK? Acheter et vendre de manière intempestive sans stratégie, ça aussi, c'est un des risques qu'il peut y avoir sur ce marché. OK, là, le module 4, ce sont les investissements. Vous êtes prêts à vous lancer? Donc, la préaction, c'est quoi? Il suffit d'ouvrir un compte sur une plateforme. Et aujourd'hui, qui parmi vous a un compte crypto? Non, plutôt, qui n'en a pas? Ah, OK, super. Donc, vous devez renseigner votre KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer, ça veut dire connaître votre client. Les plateformes aujourd'hui sont obligées, d'un point de vue légal, d'avoir le nom, prénom, la pièce d'identité de la personne, justement, prétextant pour lutter contre le terrorisme, mais ça permet aussi de sécuriser les plateformes, de savoir qui va dessus, est-ce que c'est un majeur, est-ce que c'est une personne qui a tous ses moyens, normalement, et surtout, à terme, ça va permettre de renseigner les administrations fiscales, entre autres. Donc, il vous suffit d'ajouter des fonds. Et comment est-ce qu'on ajoute des fonds? Alors, vous pouvez ajouter, recevoir des fonds, et vous pouvez également faire
ensuite vos transactions d'achat et de vente. Donc, comment est-ce qu'on ajoute des fonds? On va le voir ensemble, soit depuis un virement depuis votre compte bancaire, soit quelqu'un vous a donné de la crypto, soit vous avez vendu quelque chose à quelqu'un qui a de la crypto et au lieu qu'il vous donne de l'argent, on l'a vu ensemble, c'est du shitcoin, et ben il vous donne de la crypto. Soit il vous donne de la crypto, soit il vous donne du stablecoin qui vous permet à vous d'investir en crypto et de constituer votre portefeuille. Et je vous le dis, gardez bien en mémoire, nous sommes dans la phase baissière du marché, dans l'année où vous ne devez pas rater votre entrée sur le marché si tant est que vous êtes convaincu maintenant à rentrer dans le marché. Les exchanges s'alimentent de plusieurs manières. Donc paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une crypto avec votre carte bancaire. Vous avez ouvert votre compte sur un exchange, vous mettez votre numéro de carte bancaire, ça devient comme un produit que vous achetez. Ça, c'est beaucoup plus simple parce que certaines banques bloquent les virements parce que les plateformes aujourd'hui se sont adaptées. Vous avez des comptes avec un IBAN, donc vous pouvez envoyer de compte à compte de l'argent. Les banques bloquent, donc vous pouvez payer par carte bancaire, mais là aussi, les banques le bloquent. Donc si vous avez une banque qui vous bloque, je vous recommande tout simplement de changer de banque. Parce que ça encore, c'est un point très important qui montre que vous n'êtes pas maître de votre argent. Votre argent ne vous appartient pas. Donc un virement bancaire, ça on l'a vu, un peu plus touchy, et un transfert de crypto-monnaie entre particuliers. Donc aujourd'hui, les plateformes, on a Binance qui est la numéro 1. Qui est la numéro 1, pourquoi? Alors c'est une plateforme qui a eu une stratégie très à la Sun Tzu, le livre L'Art de la guerre. Pendant la phase haussière du marché, la plupart des acteurs ont fait énormément d'investissements pour se faire connaître. Eux, ils ont plutôt misé sur la stabilité, le développement de leur réseau. Et donc, maintenant que le marché est en train de crasher, la plupart de leurs concurrents sont en difficulté et eux sont maintenant en train d'investir. Et ils investissent quand? Dans le creux de la vague. Alors que d'autres sont en train de se demander, est-ce que je rentre? D'autres sont en train de sécuriser. Eux, ils investissent. Donc, vous voyez, la psychologie d'un particulier et la psychologie d'un investisseur n'est pas du tout la même. Et l'objectif pour vous, c'est de commencer à adopter la psychologie des investisseurs. Donc ça, vous le savez, je vous l'ai dit, il y a eu 3 fois plus de transactions en 2021 sur le réseau Binance que sur le réseau Visa. On a KuCoin, ça c'est une plateforme qui est un outsider, mais j'aime beaucoup cette plateforme. Elle a un token également. De toutes les crypto-monnaies, c'est celle qui a chuté le moins. Elle a seulement perdu 50% de sa valeur dans le crash, alors que d'autres aujourd'hui sont à moins 60, moins 70, moins 80, moins 90. Donc voilà aussi des informations qui vous permettent de miser sur des projets solides et sérieux. On a Kraken, il fallait bien que je le mette, c'est un Européen, c'est une plateforme allemande qui est pionnière aussi dans la crypto et qui est là depuis un bout de temps, et son PDG est un crypto believer, voilà. Mais sur ces plateformes, not your key, not your money, ça veut dire que tout l'argent qui est dessus, eh bien, techniquement, vous vous retrouvez un peu comme si vous étiez dans une banque. Parce que si la plateforme ferme, il n'y a pas de raison que ça ferme. Mais si la plateforme ferme, vous perdez vos fonds normalement. Sauf que Binance aujourd'hui est en train de signer des accords dans la plupart des pays et ils sont en train d'apporter des garanties pour préserver les actifs de leurs utilisateurs et de leurs clients. Donc malgré tout, il y aura certainement des déconvenus, mais dans l'absolu, avec une bonne diversification, eh bien, on s'en sortira quand même. Gardez cette statistique en tête. Aujourd'hui, même si vous perdez 90% de votre investissement, les 10% restants sur un horizon de 10 ans vont complètement couvrir les 90% que vous avez perdus. Certains l'ont noté, c'est bien. OK. Et celle-là, c'est crypto.com. Celle-là, je l'ai mise un peu plus grand, pas parce que j'ai des fees avec eux ou des royalties. C'est tout simplement parce que c'est une plateforme qui a été la première à avoir une offre la plus inclusive possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de transférer de l'argent, euros, dollars ou autres, sur cette plateforme. Vous avez une carte bancaire et cette carte bancaire vous permet de faire les mêmes achats que vous auriez fait avec une carte bancaire de votre banque, sauf qu'en retour, ils vous donnent de la crypto gratuitement. Et s'ils vous donnent une crypto qui a une valeur de 0,10 le token et que cette crypto atteint $1, toutes les cryptos qu'ils vous ont données grâce à vos dépenses vous font fructifier de l'argent. D'accord? Voilà ce que l'écosystème des cryptos propose aujourd'hui. Quand je vois des personnes qui sont dans la salle, qui échangent avec moi, je leur dis, mais quel est encore l'intérêt de dépenser ton argent au travers de ta banque? Aucun intérêt. Si tes dépenses par carte bancaire, c'est 1 000 € par mois, tu mets 1 000 € là-dessus, tu as 1, 2, 3, moi j'ai 5% de cashback dessus, tu peux avoir 5% de tes 1 000 € tous les mois. Sachant que ces 5% à l'instant T, dans 4 ans, dans 10 ans, peuvent valoir plus. Vous voyez la réflexion? Quand je vous dis que le monde est en train de changer. Et les plateformes décentralisées, ça c'est plus intéressant. C'est un peu plus dangereux. On a Uniswap qui est le pionnier.
Alors ça, c'était une plateforme décentralisée qui n'est reliée à aucune entité centrale. Ça veut dire que là, on est clairement dans l'écosystème des cryptos. C'est un échange entre des vendeurs et des acheteurs. C'est tout. Et le marché fait le reste. Et le pur marché fait le reste. Plus il y a d'acheteurs, le cours monte. Plus il y a de vendeurs, le cours chute. Aussi simple que ça. Et il y a plein de projets qui sont allés sur cette plateforme-là. On a PancakeSwap aussi. Et la différence entre les deux, c'est tout simplement qu'Uniswap est sur le réseau Ethereum et PancakeSwap est sur le réseau de la BSC, la Binance Smart Chain, parce que Binance a aussi créé sa propre blockchain. Et là, on passe par un petit outil qui s'appelle MetaMask. Je ne vais pas forcément développer aujourd'hui parce que comme vous êtes des early birds, comme on les appelle, donc des novices, eh bien, je ne vais pas vous parler pour l'instant de MetaMask. Mais à terme, si vous souhaitez en savoir un peu plus, je me ferai une joie de pouvoir vous en parler, tout comme de Trust Wallet, qui sont aujourd'hui des plateformes décentralisées. C'est ce qu'on appelle des cold wallets. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre argent dessus. Vous êtes le seul maître de ça parce que vous avez une clé privée qui vous permet de sécuriser vos fonds. Personne ne peut vous les prendre. Sauf si la plateforme ferme. Et là encore, il y a d'autres solutions, on va le voir. Et donc ici, il n'y a pas de KYC, il y a juste une clé privée, donc un compte privé. Ça veut dire que ceux qui ont beaucoup de fonds, qui souhaitent être anonymes, alors pas anonymes, mais pseudonymes, vont là-dessus. Pseudonyme parce qu'il n'y a pas votre nom, prénom, mais il y a votre identité qui est votre numéro de wallet. Donc là, you okay your money, très clairement. Et on a également du margin, du leverage dans la crypto. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce truc. Ça veut dire que vous investissez avec des effets de levier. J'ai perdu beaucoup d'argent sur cette plateforme. Mais ce que j'ai appris ne vaut pas l'argent que j'ai perdu avec le recul. Et je peux vous assurer que j'avais des nuits blanches parce que je faisais des effets de levier. Et un effet de levier, c'est quoi? Par exemple, un margin trading, c'est que je mets $100 avec un levier de 10%. Ça me permet d'investir sur le marché $1000. Si ma position est bonne, eh bien, je décuple mes gains. Mais si ma position est mauvaise, eh bien, à un moment, la plateforme va aller prendre les 100 € que j'ai mis. Si par exemple j'ai parié à la hausse et que le cours baisse, si le cours baisse à un certain prix, la plateforme prend tout ou partie de mon argent. Et donc la nuit, je passais des nuits blanches parce que je recevais toujours cette notification. Your margin position has been liquidated. Ça veut dire que j'étais liquidé sur le marché. Et je faisais n'importe quoi, vraiment. Mais voilà, j'ai appris. Et aujourd'hui, je me ferai pas avoir sur ça. Alright. Il faut être très proche, là, ça marche mieux. Hein. Les protocoles blockchain, donc on a vu celui de Bitcoin qui n'a jamais été hacké. On a celui d'Ethereum. C'est quoi des protocoles de blockchain? C'est un grand livre comptable qui est ouvert, anonyme, infalsifiable, où on a toutes les transactions qui peuvent être tracées, qui ne sont pas anonymes mais pseudonymes. Eh bien, ça, ce sont des protocoles de blockchain sur lesquels il y a des transactions qui sont passées d'une personne à une autre, plutôt d'un wallet à un autre wallet. D'accord? Donc, on a Bitcoin qui est le premier, Ethereum qui est le deuxième. Et ici, c'est le protocole d'échange décentralisé qui permet la création de smart contracts. Donc là, on peut créer des contrats qui agissent de manière autonome sur le marché. Donc, il peut être programmé d'une certaine manière pour qu'il agisse d'une certaine manière. Et celui-là, si on ne fait pas très attention, on peut perdre beaucoup de fonds dessus aussi. Donc, aller sur des projets qui sont validés, sur lesquels vous avez fait des recherches. Beaucoup ont envoyé de l'argent sur des mauvais wallets et ont perdu de l'argent ici. Mais tout ça, je vous en parle pour votre connaissance personnelle, mais ce n'est pas là votre première étape. Et il y a bien sûr Binance qui a créé la Binance Smart Chain. L'avantage de Binance par rapport à Ethereum, c'est que les frais sont beaucoup moins chers. Mais lui, c'est le plus gros parce qu'il y a plein de projets qui sont dessus. Et on a Cosmos, Avalanche, donc d'autres protocoles blockchain qui existent aujourd'hui. On a Solana que certains connaissent. Solana, c'est un très beau projet, mais qui a quelques fragilités. Et les NFT sont allés dessus. Et d'ailleurs, on va avoir une présentation sur les NFT dans quelques temps et vous allez voir que c'est quelque chose également. Le non-fungible token. On a Phantom, on a Polygon et on a Tron. Alors Polygon, il est rentré à 0,0 quelque chose. Aujourd'hui, il est à $3. Beaucoup de personnes sont devenues millionnaires avec Polygon parce que c'était un projet qui
proposaient des innovations sur le marché. Tron, TRX, la blockchain sur laquelle j'ai fait la transaction immobilière. 1 dollar de frais, peu importe le montant. Sur une banque classique, vous ne trouverez pas ça. Le module 5, c'est quoi? Très important. 90% des investisseurs perdent 90% de leur investissement dans les 90 premiers jours. Ça, tous les traders dignes de ce nom le savent. Et d'ailleurs, quand vous allez sur une plateforme, justement, ils savent que votre émotion va vous faire perdre 90%, si ce n'est plus, de votre investissement dans les 90 premiers jours. Parce qu'il y a une chose que vous n'allez pas maîtriser, c'est tout simplement vos émotions face au marché. Là, comme ça, vous avez l'air d'être lucide, vous vous dites non, quand même, si ça baisse, quand même, mais je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a un facteur psychologique inconscient qui vient, c'est notamment quand vous êtes en train de perdre, le refus de perdre fera que vous ne sortirez pas. Parce que ça va générer une forme d'espoir chez vous qui va vous faire croire que potentiellement ça va remonter. Et là, quand ça chute, c'est fini. Ok? Donc, on va voir comment se protéger de cette psychologie du marché. Aujourd'hui, je devais avoir comme intervenante une coach en PNL et docteur en neurosciences, mais elle n'a pas pu venir. Mais c'est pas un souci, parce que moi, je peux vous en parler. Je souhaitais la faire venir juste pour avoir un peu plus de cachet aujourd'hui, mais je vais le faire moi-même, ça marche. Donc, psychologie du marché. C'est quoi la psychologie de l'investisseur? Le monde de la crypto, c'est pas du casino. On n'y rentre pas comme on rentre dans un supermarché. Il faut vraiment y rentrer aujourd'hui. Maintenant que vous le savez, vous devez y rentrer avec une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir une vision long terme. Dora vous l'a dit tout à l'heure. En 30 ans, celui qui a investi a fait 21 fois plus dans l'immobilier sur le marché américain, malgré le fait que sur le marché américain, il y a eu des crises cycliques, institutionnelles, provoquées ou pas. Pourtant, le marché sort toujours vainqueur. Ce que je vous ai dit surtout, c'est de ne pas garder de l'argent cash parce que ça ne vaut pas grand-chose. Juste une partie pour acheter le marché. Donc, ceux qui ont une envie de gagner rapidement de l'argent sur une période trop courte vont perdre potentiellement leur argent. Mais ceux qui vont adopter cette vision long terme, parce qu'ils ont compris l'écosystème, parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont mis en place les stratégies qui vont les préserver de toutes les variations du marché, parce qu'ils sauront maintenant qu'on rentre dans le marché quand il est bas et qu'on en sort quand il monte, et pas l'inverse, eh bien, eux, ils vont tirer leur épingle du jeu. D'accord? Ok, ça, c'est un chart que ont la plupart des étudiants traders. C'est le cycle des émotions sur un marché. Et ça correspond avec le cycle du marché. On voit que quand le marché est au départ, alors nous, on est quelque part ici. Je ne veux pas aller devant le truc. Nous, on est quelque part entre le déni, la panique et la colère. Je crois que la colère, on n'y est pas encore. On est plutôt dans le déni et la panique. Là, tout ce qui se passe entre l'orange et le rouge ici, avant le bleu, c'est ce que nous, on appelle dans le trading une période de range. Le range, c'est quoi? Donc, c'est une valeur haute et une valeur basse dans lequel le cours oscille pendant de nombreux mois. C'est très difficile psychologiquement parce qu'on ne sait jamais. On a toujours l'impression, ah tiens, le marché est reparti. Eh ben non, il crache. Ah mais tiens, il est reparti. Ben non, il crache. Et c'est comme ça longtemps. Et cette phase psychologique est la plus difficile parce que c'est là où beaucoup de personnes sortent du marché. Imaginez que ça peut durer entre 6 et 18 mois. Où le cours, il ne se passe rien sur le marché, c'est flat. D'accord? Et au bout d'un moment, quand les gens n'y croient plus, ils ont tout vendu, et ben les institutionnels ont tout acheté. Et là, ce qui se passe, c'est l'espoir renaît, l'optimisme, la croyance revient, et les investisseurs particuliers rentrent dans la croyance. Et regardez d'où on est parti. Vous avez vu? Regardez où on est en croyance. Le marché est déjà parti. Et donc, ils vont rentrer dans le thrill, c'est-à-dire l'excitation. Ils vont continuer dans l'émotion. Et là, ils vont se prendre un premier coup dans les dents parce que ceux qui sont rentrés plus tôt ont vendu. Le marché crache une première fois. Ils repartent et ils se disent non, finalement, c'était juste une correction. Alors que le marché est déjà en train de redescendre. Prenez des photos sur ça. Gardez-le devant vous. Ça, c'est la psychologie du marché. Et lorsque vos émotions vous diront de faire quelque chose par rapport à ce chart, faites l'inverse. Faites l'inverse. Le marché chute, rachetez. Le marché monte, vendez. D'accord? Alright. Et donc il y a toujours ce cycle qui dure en général entre une contraction du marché et une expansion du marché. Là, on est dans la phase de contraction du marché. Ok. Sur un autre terme, voilà ce que ça a donné sur le Bitcoin. D'accord? Là-bas, c'est 69 000 $.
il redescend, il remonte un peu, il continue à cracher. Donc là, on est sur la phase baissière du marché. Ça, je pense que c'est bon. Maintenant, vous l'avez compris. Donc les stratégies pour investir, il y en a 3. Il y a une stratégie court terme, il y a une stratégie moyen terme, et il y a bien sûr une stratégie long terme. Et aujourd'hui, nous, on va travailler sur la stratégie long terme. Pourquoi? Parce que la stratégie court terme ne vous concerne pas. C'est pour des traders aguerris qui font du scalping. Eux, ils ont des robots qui font des tradings à haute fréquence. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de sentir le pouls du marché au niveau électronique. Ils vont discuter avec des gens qui leur donnent des informations qui leur permettent d'analyser et de savoir qu'il y aura des micro-baisses. Donc eux, ils jouent sur ces micro-baisses. Long terme, pourquoi? Alors, court terme, c'est quoi? Daily trading ou swing trading. Donc ça, c'est pas pour vous. Et je vous déconseille vraiment d'aller dessus, sauf si vous avez des compétences en trading. Moyen terme, ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous êtes rentré quand le marché était bas. Vous vous dites, tiens, lorsque ça va faire x2, x3, moi, je veux vraiment sécuriser mes gains et je sors. Et bien, c'est pas une mauvaise stratégie non plus. Vous n'êtes pas obligé de faire x10, x20. Vous pouvez très bien faire x3, x4, x5, être très content avec et sortir du marché. Ceux qui voudront aller plus vont peut-être entrer dans un cycle psychologique qui va les faire perdre plus que ça. D'accord? Donc, je me suis mis en place, j'ai mis un plan et je m'y tiens. Très important d'avoir une stratégie et de s'y tenir. Mon investissement fait x2, je sors. Ok? Maintenant, sur le long terme, là, c'est plus intéressant. Donc, je crois en la crypto-monnaie, en plutôt l'écosystème des crypto-monnaies. Je choisis de garder mon investissement sans tenir compte de la volatilité du marché. Ça veut dire que ça baisse, je rachète. Pendant la période de creux du marché. Ça n'a aucun intérêt de le garder sur plein de cycles. L'idée, c'est de comprendre que quand ça monte, j'ai revendu pour reprendre un peu plus bas. Avec une partie de son capital investi. Pas forcément la totalité. Je rentre pas à 100, je fais 1000, je sors 900 ou je sors 1000 et je recommence. Non, ça veut dire que j'ai sorti 900, je garde 100 et je remets quand le marché va. C'est vraiment tout un état d'esprit. C'est toute une nouvelle psychologie à adopter. Et celle-là, vous devez commencer à la travailler, à l'intégrer dans votre vie petit à petit, tous les jours. Il n'y a pas besoin d'investir 10 000 euros par mois. Avec 100, 200 euros, vous en sortez directement. Donc vous comprenez le potentiel de ce monde. J'investis de manière diversifiée. Vous voyez, ça revient toujours, la diversification sur des projets stables. Donc on ne va pas sur n'importe quel projet. Ou alors on peut allouer un pourcentage de son portefeuille à ça et y aller parce que on a décidé de jouer avec. Alright. Alors les stratégies pour rentrer dans le marché. C'est pas de l'échec, c'est pas un jeu d'échecs. Pour rentrer dans le marché, comment est-ce qu'on rentre dans le marché? On rentre, quand et comment investir, ça on va le voir. Donc là, c'est ici qu'on gagne de l'argent. On gagne pas de l'argent quand on sort du marché. Psychologiquement, on gagne de l'argent lorsqu'on rentre dans le marché. Parce que c'est là où ça répond à notre stratégie. Donc ça peut ressembler à un parcours du combattant. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la visibilité sur ce qui est tout en haut. Donc à défaut de savoir lire les indicateurs, eh bien, la meilleure stratégie, c'est de rentrer en ce qu'on appelle du DCA. DCA, c'est Dollar Cost Average. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque baisse du marché, j'achète un tout petit peu. Donc ça veut dire que j'ai gardé du cash. Comme elle vous a dit tout à l'heure, Dora, si vous avez 10 000, vous n'êtes pas obligé de mettre les 10 000 d'un coup. Vous pouvez le séquencer sur des trimestres. Parce que la moyenne va faire que vous allez quand même être dans un prix intéressant. Donc j'achète les deep markets, c'est la chute du marché. Deep, ça veut dire une baisse. Donc un petit tip que je vous donne, toujours garder environ 30% de son capital. Si vous avez 10 000, gardez toujours 3 000. Parce qu'on ne sait jamais, le marché peut corriger de moins 20%. Et vous serez content d'avoir ces 30%. D'accord ? Et le dollar cost average, c'est un peu ça. Les points rouges, alors le vert, c'est le chart, et les points rouges, ce sont les points sur lesquels vous avez acheté. Donc, même si vous avez acheté lorsque le marché était haut, vous rachetez à chaque baisse, eh bien, ça vous donne une moyenne d'achat qui est beaucoup plus, qui est inférieure au plus haut. Vous avez vu? Parce que comme on ne maîtrise pas le marché, moi, je ne le maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas s'il y aura une guerre, je ne sais pas si le PDG va cracher dans son avion, je ne sais pas s'il ne va pas être accusé d'un crime quelconque, et ça va faire chuter le cours de sa monnaie, parce que le sentiment du marché, c'est ça, c'est le sentiment du marché qui donne le cours et qui donne son prix au marché. Et bien si ça crache, je rachète. Ok ?
Donc là, de la cost average, donc ça c'est une première technique. Avant, il y avait quoi? Voilà. Donc c'est ce que je disais ici. Toute personne qui a acheté, là c'est le cours du Bitcoin. Là on voit qu'il a atteint 19 000 $ en 2017. Il a chuté en 2019. Même celui qui a acheté ici, là, à tous ces points, eh bien, à chaque fois, il est toujours positif par rapport à cette vision long terme. Donc il faut enlever cette idée qu'on a acheté trop cher ou pas assez cher. On investit à chaque baisse avec une stratégie. Parce qu'on a cette vision long terme. Beaucoup parmi vous ont peut-être des enfants, ça peut avoir du sens de se dire, tiens, je vais offrir un Bitcoin à mes enfants. Parce que si le Bitcoin, dans 100 ans par exemple, eux aussi ils auront des enfants, ben, si le Bitcoin il vaut, je sais pas, un demi-million ou $1 million, voilà du réel patrimoine. Et au pire, si vous l'avez perdu, mais il y a plus de chances que vous ne le perdiez pas, selon mon opinion. Ok? Alors, donc les stratégies out. Là, c'est aussi important, parce qu'on a souvent du mal à sortir quand on est dedans. L'appât du gain joue sur nous. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie claire dans sa tête et de s'y tenir. Donc la stratégie out, elle est simple pour savoir quand et comment vendre. Donc on planifie. Et surtout, une seule règle pour les débutants, et pour tout le monde d'ailleurs, je me rends compte qu'elle est pour tout le monde, c'est vendre lorsqu'on est OK avec le prix. J'ai acheté 100, c'est monté à 200, 300, je suis OK avec ça. Je dors bien la nuit avec ça, eh bien je sors. Même si ça monte à 500, 600, 700, c'est pas grave. J'ai fait du gain. J'ai fait du gain. Il y en a beaucoup qui ne font pas de gain. Donc on peut vendre une partie afin de récupérer son investissement de départ. D'accord? Ça veut dire que le cours a fait x2. Vous avez investi 100, il a fait x2, x3. Vous avez investi 1000. Lorsque vous êtes positif à 3000, ben vous pouvez juste vendre pour 1000. Ça veut dire que si vous perdez, ben vous avez au moins récupéré votre investissement de départ. Voilà une autre stratégie que vous pouvez mettre en place également. Donc, et on garde le reste pour une vision long terme, parce qu'on ne sait jamais, ça peut baisser comme ça peut monter. Donc voilà des stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous permettre d'avoir un portefeuille le plus équilibré possible. Donc tout vendre et récupérer son gain, c'est aussi une autre possibilité, mais ça c'est vous qui allez arbitrer, et aujourd'hui vous avez tous les moyens nécessaires pour pouvoir arbitrer de manière éclairée. Donc les erreurs à éviter, ça c'est très important, erreurs à éviter. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché chute, vous vendez en panique. Quand le marché monte, vous achetez en panique. Maintenant vous savez comment on fait? On achète en vend. On achète quand ça chute, on vend quand ça monte. Très important. Ensuite, ne pas acheter lorsque le cours monte, voilà, vous l'avez dit, et ne pas vendre normalement lorsque le cours chute. Règle d'or, anticiper, planifier et s'en tenir à son plan. Moi aujourd'hui j'ai un plan en tête. La correction du marché impacte beaucoup mes balances, mais je m'en tiens au plan. Même si, je sais pas, j'avais l'équivalent de 5000, je suis à 500, bah j'ai de l'argent de côté, je remets. Parce que je sais que ça va monter, ça sert à rien de vendre. Parce que ceux qui vont acheter derrière feront plus de gains que moi. Et j'aime bien cette phrase américaine, pour ceux qui ne la voient pas. Ça dit « If you fail to plan, you plan to fail ». Ça veut dire que si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec. Donc vraiment, écrire votre stratégie quelque part et vous dire « Voici ce que je suis en train de faire, voici ce que j'espère, et si ça atteint ça, je vais faire telle action. Et si ça fait ça, je vais faire telle action. » Et vous y tenir. Parce que personne ne contrôle le marché, personne ne le maîtrise. Mais on a vu qu'avec cette vision long terme, on y arrive. Donc quels sont les tokens à acheter? Donc on achète un projet auquel on croit. Il y a beaucoup de projets sur le marché aujourd'hui, il y a plus de 18 000 tokens. 90% ne vaudront plus rien dans peu de temps. Bah, c'est comme les entreprises classiques. Il y a des entreprises dans l'ère d'Internet qui sont sorties et la plupart ont échoué. Mais il est resté les plus gros, Apple, Amazon, Hewlett Packard et d'autres. Eh bien ceux qui avaient investi dedans ont eu plus de gains malgré les 90 autres entreprises qui ont chuté. Ensuite, quel est le projet? Donc la notoriété des acteurs. Est-ce que vous allez faire donc des recherches? Est-ce que les gens sur le projet, par exemple j'achète un projet, Maître Nuno Montero a créé un token, et ben, je vais voir ce qu'il a fait, avec qui il travaille.
Est-ce qu'il a fait d'autres projets similaires? Est-ce qu'ils ont fonctionné? Quel est son historique? Donc ça me permet, moi, de vérifier aussi l'authenticité, le sérieux des acteurs qui sont engagés et leur expertise dans le domaine. D'accord? Et surtout, quelle est l'équipe derrière le projet, donc avec qui il travaille, la vision du projet, quelle est l'utilité de ce que Maître Nuno Montero est en train de faire? Est-ce que ça répond à un besoin dans notre monde? Est-ce que ça sert à quelque chose? Si ça ne sert à rien, pourquoi investir? Ce sera juste de la hype et ça n'aura pas une valeur dans le long terme. Et aujourd'hui, vous êtes des investisseurs et votre objectif, c'est ça. Alors ne vous y trompez pas, moi je ne suis pas en train de vous parler des crypto-monnaies seulement parce que je crois en cet écosystème, parce que je veux que ça révolutionne le monde, etc., etc. Je suis un conseiller en gestion de patrimoine avant tout. Pour moi, c'est un actif financier, c'est un actif numérique. C'est une nouvelle opportunité, donc on étudie cette analyse, on s'y met avec la stratégie et on sort normalement. D'accord ? La capitalisation du projet, ça c'est très important. Combien ça vaut ce projet et combien ça pourrait valoir plus tard? Vraiment se poser cette question également. Ensuite, les instruments. Je vais passer rapidement dessus parce que certains parmi vous les connaissent, d'autres ne les connaissent pas. Et c'est pas forcément important pour vous de les connaître aujourd'hui, mais lorsque vous allez les voir, vous les connaîtrez. Ça, c'est un chart qui s'appelle Ishimoku Kinku-Yu. Tout simplement, ça veut dire que c'est l'équilibre de la courbe en un seul coup d'œil. C'est un japonais qui l'a inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des nuages, le nuage vert, le nuage rouge. Lorsque le cours est au-dessus du nuage, le cours est haussier. Et lorsque le cours traverse le nuage et descend, on rentre dans une phase baissière. Et là, tout ce que vous voyez dans le rouge, ce sont des tentatives du cours de percer le nuage. Mais quand ils n'arrivent pas à percer le nuage, eh bien ça dépend. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a des indicateurs à rebours qui nous arrivent et qui nous permettent d'anticiper le marché un tout petit peu. On a également le RSI, c'est le Relative Strength Index. C'est tout simplement sur 100 la moyenne des hausses et des baisses. Donc ça nous dit si le cours est plutôt haussier ou si le cours est plutôt baissier. Et comment il s'exprime? Par un oscillateur. Donc c'est l'un des plus utilisés. Ok? Il est très souvent inclus dans les plateformes de trading parce que ça nous donne une vision du marché en minutes, en heures, ou en jours, ou en mois. Ok? Et ça se manifeste comme ça. Là, en dessous de votre chart, vous avez ça. Donc vous avez une ligne médiane. Lorsque l'indicateur passe au-dessus de la courbe médiane, on est plutôt sur une tendance acheteuse, donc le cours monte. Et lorsque l'indicateur passe en dessous de la courbe médiane, on est plutôt dans une tendance vendeuse. Donc ça veut dire que le cours a tendance à chuter. Ok? Donc par défaut, la valeur du RSI est à 14. Bon, je vais vous épargner les détails, mais la bande supérieure ici est entre 70 et 100, et la bande inférieure est entre 0 et 30. Et la partie médiane étant tout simplement une partie d'indécision sur le marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est entre 0 et 30, c'est le bon moment d'acheter. Mais quand on se retrouve entre 70 et 100, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse sur le marché et donc potentiellement des vendeurs vont vendre, ce qui va faire chuter le cours. Vous voyez, tout est un peu connecté comme ça. Le MACD aussi, c'est un qui est très intéressant parce que vous avez toutes les petites barres qui sont là et qui grandissent et qui diminuent. Et quand ça diminue, on voit un changement de tendance sur le marché. Donc ça aussi, c'est un indicateur à suivre. Mais pour l'instant, c'est pas les plus importants. Je vous en parle seulement pour que vous puissiez les connaître. D'accord? Donc celui-là, il sert plus pour de l'analyse technique. Et vous n'allez pas forcément faire de l'analyse technique parce que peut-être que vous n'en avez pas les moyens. C'est pas grave. Ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas le temps. Ok? Ensuite, un exemple du MACD. Donc ce qu'on voit, c'est que quand le cours baisse, eh bien on a les bougies rouges, et quand ça remonte, on a les tendances haussières. C'est un peu vert et c'est toujours en forme d'arc de cercle. Et ce que vous voyez ici, c'est les capitaux sur le marché. Plus il y a de capitaux, plus les bougies sont grandes. Ok? Alors il y a quelques charts comme ça qui sont très intéressants. C'est Head and Shoulder, donc vous avez la tête, vous avez le cou. Donc là, on est sur une phase baissière du marché. Ça se caractérise comme ça. Ok. On en a d'autres. C'est le Cup and Handle. Celui-là, on l'aime beaucoup, nous, parce que ça nous permet de voir que le cours est en train de faire une tasse. Ensuite, ça va faire une anse. Et après la anse, ça va monter. Ça donne quelque chose comme ça.
Donc vous imaginez, si vous avez une bille là-dedans, la bille passe, repasse et elle prend de l'ampleur et elle monte. On a celui-là aussi, le falling wedge. Bon, je vous le montre juste à titre indicatif, comme ça vous allez vous coucher un peu plus intelligent sur ce sujet-là ce soir. Et il y a aussi le Fear and Greed Index. Alors si vous deviez en retenir qu'un seul, c'est celui-là. Parce que lui, il vous donne tout. C'est quoi? C'est tout simplement le sentiment sur le marché. Plus le sentiment est haussier, plus il y a une euphorie sur le marché, plus des gros porteurs peuvent vendre et faire chuter le marché. A contrario, nous, on est plutôt dans le rouge. On est parfois tombé à 6 en rouge de l'autre côté. Et quand on est à 6, ça veut dire qu'il y a un sentiment négatif sur le marché, les gens n'y croient pas, et c'est là où ils vendent. Et c'est là où vous, maintenant, vous allez acheter. Donc ça, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, le Fear and Greed Index. Si vous voulez prendre une photo, c'est le moment. Mais c'est très simple, c'est le Fear and Greed Index. Ok, alors au niveau de la pause, je pense que je vais passer et je vais vous présenter quelque chose rapidement. D'accord ? Ce sont les différents moyens de paiement qui existent dans la crypto depuis le début. Moi, je les ai tous essayés. Et aujourd'hui, la plupart n'existent plus ou ne fonctionnent pas très bien. Donc ça, ce sont des outsiders, très difficiles d'utilisation. On a celui-là qui est rentré sur le marché il y a peu de temps, et à l'époque, il vous permettait de dépenser votre argent et d'obtenir du Bitcoin en cashback. Donc vous dépensiez de l'euro et il vous donnait un pourcentage en Bitcoin. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, ça ne sert à rien d'utiliser la carte bancaire de votre compte bancaire. On a Nexo aussi, mais on a également celui-ci, c'est Change Wallet, voilà, qui a fait son système de paiement. Mais voilà, ce sont des entreprises qui essayent de se mettre dessus. On a des plus gros. On a Crypto.com dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà toute la série de cartes qu'ils proposent. Celle qui est gratuite. La rouge qui coûte $350. Attention, vous ne la payez pas $350. Vous payez l'équivalent de $350 de leur token, qui est bloqué pendant 6 mois. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que lorsque vous achetez cette monnaie, ce qui est le plus difficile pour une entreprise, c'est la volatilité du marché. Si les tokens se retrouvent sur le marché, il y a des gens qui peuvent acheter et vendre et faire chuter ou monter le cours. Donc pour se protéger de ça, ils demandent à des investisseurs comme vous qui y croient d'acheter et de garder les tokens, ce qui fait que ces tokens ne sont pas sur le marché. Et s'ils ne sont pas sur le marché, ils ne sont pas soumis à la volatilité. Ça permet à l'entreprise de continuer à se solidifier, à se structurer et à grandir et vous faire grandir avec elle. D'accord ? Donc, voilà les différents systèmes de paiement. Celle-là coûte $3 500, celle-là c'est $35 000 et celle-là c'est $350 000. On l'appelle l'Obsidian. Elle vaut plus que l'immobilier. Et je peux vous assurer que ceux qui l'ont acheté lorsque ce token est sorti, ça valait bien plus que l'immobilier. Parce que le cours a fait, je crois, plus 2000%. Quelque chose comme ça. Ok ? Et ensuite, voilà, on va faire un exemple très simple. Je vous ai fait un schéma. Franchement, je me suis amusé à le faire et j'ai galéré en même temps. Vous avez votre compte bancaire là-bas. Et vous avez les dépenses qui ne rapportent rien. Vous avez également des frais de carte bancaire. Et vous avez aussi des limites à l'étranger. Et surtout, vous avez une carte en plastique. Bon, je vous dis ça parce que maintenant, ils ont des cartes en métal. Ça fait plus sexy. Ok. Et là, on a un compte crypto. Donc, dans ce compte crypto qui est divisé en 4, ça vous permet plusieurs choses. 1, vous faites un virement CEPA dessus, en euros. Vous déposez par exemple 1000 euros. Ces 1000 euros, vous pouvez les dépenser avec une carte bancaire de l'application. Ça vous permet d'obtenir du cashback sur chaque achat, entre 1, 2, 3, 5, 8% sur chacun de vos achats. Donc vous avez une remise systématique en crypto. Et c'est une remise exponentielle, parce que si vous avez 8% alors que le cours est à 0,10, bah c'est pas la même chose que lorsque le cours sera à 1. Donc vous avez 8% et c'est multiplié par 10 après. D'accord ? Donc vous avez du cashback, vous avez un remboursement parce qu'ils vous proposent de rembourser votre abonnement Spotify, votre abonnement Netflix, Amazon Prime par exemple. Donc vous le payez et ils vous le remboursent en cashback. Donc si ça coûte 10 euros, ils vous rendent 10 euros de leur monnaie. D'accord ? Spotify, Netflix, Amazon Prime et d'autres. Il y a aussi des voyages et autres. D'accord ? Ça vous permet également d'acheter de la crypto si vous le souhaitez. Vous avez mis 1000 euros, à la fin il vous reste 100 euros. Bah, les 100 euros, vous pouvez décider de les diversifier sur de la crypto, en acheter un tout petit peu parce que ça baisse, d'accord ?
Donc c'est une manière facile de le faire. Et donc vous pouvez acheter la crypto selon votre rythme, comme vous le voulez. Ensuite, l'argent qui est en excédent, si vous ne voulez pas acheter la crypto, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stacking, du earning. Ça veut dire que vous déposez cet argent et cet argent génère des intérêts. Donc là, on est en train de voir 3 gammes de services. Le remboursement de vos achats, la possibilité d'acheter de la crypto et la possibilité de gagner de l'argent sur votre épargne. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cet argent, eh bien, vous pouvez tout ramener ensemble dans un virement SEPA sur votre compte bancaire. Et la boucle est bouclée. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir une carte d'un compte bancaire? Rien. Et là, vous n'avez pris aucun risque. Excepté cette partie, vous n'avez pris aucun risque sur ça. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de sécuriser vos actifs également et de les sortir du marché. Et pour ça, lorsque vous ouvrez un compte sur une plateforme, vous devez absolument activer ce qu'on appelle la sécurité 2FA. Le 2FA, c'est quoi? C'est que vous êtes sur une plateforme, vous avez une application sur votre téléphone, vous mettez votre login mot de passe, et pour accéder à votre compte, eh bien, l'application vous demande d'aller récupérer le code qui est généré par cette application pour venir l'insérer. Ça permet d'authentifier encore plus que c'est vous qui êtes en train de vous connecter. Pour éviter le cas où quelqu'un aurait pris votre login mot de passe, ça peut vous envoyer un mail, ça peut vous envoyer un SMS. Voilà, il y a différentes manières de sécuriser aujourd'hui. Et on a surtout ce qu'on appelle des cold wallets, qui sont des clés externes qui ne sont pas connectées au réseau. Ça veut dire que personne ne peut vous voler votre argent, personne ne peut pirater votre compte parce que vous avez votre ordinateur qui est relié à Internet. La plupart des cold wallets sont pas sur Internet. Donc le 2FA, c'est ça, c'est Google Authenticator. C'est l'application la plus connue aujourd'hui et qui est utilisée par l'ensemble des personnes qui ont un compte. Vous avez aussi la petite clé Ledger. Celle-là, vous la connectez à votre ordinateur, vous transférez votre argent dessus, vous sortez la clé et elle n'est absolument pas connectée au réseau. Donc elle est tout simplement impiratable. Ok? Pour garder vos cryptos pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ok? On a aussi Cold Wallet Pro. Donc il y a plusieurs acteurs sur le marché également. Alors comment est-ce qu'on fait pour découvrir tout ce qui concerne l'écosystème de la crypto? Eh bien, il faut vous former et aller sur les réseaux sociaux. Vous avez des groupes Telegram, vous avez l'application Twitch, Discord, YouTube. Il y a beaucoup de vidéos d'enseignement dessus. Bien sûr, il fallait venir à cette conférence. Hein. Je l'ai pas mis. Il y a Twitter, Instagram, Snapchat. Alors, Instagram et Snapchat, peut-être pas. Mais tout ce qui est Twitter, LinkedIn, vous avez quand même dessus des analyses qui sont assez pertinentes pour avoir des informations. Et bien sûr, vous avez mon contact maintenant. Donc voilà, l'ère d'Internet 3.0. On va terminer par les temps difficiles produisent des hommes forts. Les hommes forts produisent des périodes assez propices, calmes. Et ces temps calmes produisent des hommes faibles. Donc on a été très, très longtemps, nous, dans la dernière. Tout allait bien pour nous. Voilà, le marché se passait bien, tout se passait bien. On était sur Internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout se passait bien. Ça nous a rendus un peu faibles, d'une certaine manière. Mais justement, cette faiblesse est en train de se traduire par des temps difficiles, et c'est l'occasion pour nous de devenir des hommes forts et de récupérer tout ça. Voilà, donc la conclusion, c'est ça. Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont là pour durer. Je peux vous le garantir, c'est là pour durer. Pourquoi? Parce que vous avez des États qui en achètent, vous avez des entreprises qui achètent, vous avez des fonds d'investissement qui achètent. On a par exemple le fonds d'investissement qui s'appelle Grayscale. C'est le plus grand fonds d'investissement au monde qui gère des milliards d'actifs. Eh bien, ils viennent de porter plainte tout simplement contre la SEC, qui est comme l'AMF chez nous. La SEC, c'est la Security Exchange Commission. Nous, c'est l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme des marchés boursiers. Ils ont porté plainte contre eux parce que la SEC a rejeté leur demande d'avoir des ETF sur le Bitcoin. On a également en ce moment la banque, une grosse banque d'investissement qui veut racheter toutes les entreprises de crypto qui font faillite pour récupérer leurs actifs. On a des États qui vous disent que ça ne sert à rien alors qu'ils sont les mêmes qui en achètent. On a de plus en plus d'entreprises et de services qui veulent en acheter, des entreprises qui transforment le capital de leur entreprise de monnaie fiduciaire en monnaie crypto. Donc tout ça, ce n'est pas pour rien, parce que c'est une nouvelle manière de penser. En sortant d'ici, vous allez peut-être commencer à moins penser en argent fiduciaire, mais vous allez commencer à penser en crypto. Peut-être que demain, lorsque vous allez vendre un truc sur le bon coin, vous allez mettre
en plus, acceptent de la crypto comme moyen de paiement. Donc le chemin parcouru est énorme et on est qu'au début de cette révolution financière. Donc oui, moi je pense qu'on est encore aux prémices d'une monnaie difficile à utiliser. Son envergure et son potentiel sont compris par très peu de personnes. Mais je peux vous assurer que si vous ratez là, maintenant, tout de suite, eh bien ça va être un peu plus difficile de continuer. Et moi, je pense que ça changera le monde. Donc voilà, je vous remercie infiniment et c'est le moment de prendre toutes vos questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réponse qui est claire, mais c'est la question. Merci infiniment. J'oubliais. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, avant que je ne réponde à vos questions, excusez-moi. Vous le savez, je suis parrain d'une école dans le 93, une école de CM2. Donc, la directrice m'avait contacté pour que je puisse aller rencontrer les élèves et leur parler d'autre chose que ce que nous, on a eu quand on était à l'école. Vous savez, les pompiers, la police, pour nous apprendre comment traverser la rue, etc. etc. Donc, de leur parler plutôt de cette dynamique, cette ambition, cette mentalité qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que les jeunes sont sensibles à ça. Et là-bas, j'ai eu une excellente découverte. Une jeune fille qui a un talent inné, elle s'appelle Catalina. Elle dessine super bien, donc je l'ai invitée, elle est là, ma petite Catalina. Voilà. Je vous invite vraiment à applaudir très fort. Elle est gentille comme tout. Elle dessine super bien. Et pour tous les créateurs de NFT qui sont là, pour tous les porteurs de projets, et cette vidéo va être publiée, Catalina. Et je verrai à ce que si ils veulent travailler avec quelqu'un comme toi, eh bien, ce sera vraiment avec joie. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Mais je crois que ça veut dire oui. Donc je vous remercie d'applaudir très fort Catalina. Elle a ramené ses œuvres, parce que ce sont vraiment des œuvres. Elle a ramené des œuvres. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Elle nous fait l'honneur d'une exposition. Et si une œuvre vous plaît, de lui faire une offre digne de ce nom. D'accord? Ça marche, Catalina? Ok, super. Voilà. Merci infiniment. Voilà, merci Catalina. Les questions. Et après, on va enchaîner sur les NFT et ce sera terminé. Merci pour votre patience. Question par rapport à la carte crypto.com. Oui. Quand on met donc de l'argent en euros sur la carte, du coup, est transformé en monnaie crypto. Ça reste en euros. Ça reste en euros. Ça reste en euros. Vous pouvez le transformer si vous le souhaitez, mais ça reste en euros. Donc en fait, le cashback, il est même lorsqu'on dépense de l'euro. Vous avez du cashback avec le token de crypto.com. Voilà. N'hésite pas à me contacter, je te montrerai. Vraiment. Donc oui, en gros, tu dépenses ton euro et ils te donnent du cashback pour te remercier d'utiliser leur service. C'est ça aussi le monde du Web 3. C'est un monde où, dans le Web 2, vous êtes des clients, et dans le Web 3, vous êtes partie prenante d'une communauté. Vous grandissez avec les projets. Et on le voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Par rapport aux cartes tout à l'heure, tu avais dit que c'était des cartes qui n'étaient plus d'actualité, mais j'ai pas trop compris la transition, parce que c'est passé sur Crypto.com après. Mais les cartes qui étaient avant, tu disais que c'était... Oui. Ce sont des cartes qui proposent la même chose également. C'est-à-dire quand vous utilisez la carte, vous avez du cashback. Les prendre, ou c'est plutôt Crypto, parce que c'est Crypto.com qui est maintenant l'acteur majeur. Exactement. Crypto.com aujourd'hui est un leader incontesté. Ils ont fait beaucoup d'investissements. Ils ont peut-être même fait trop d'investissements, contrairement à Binance qui a été plutôt cigale que fourmi. Et aujourd'hui, ils le payent un peu, mais je pense qu'à terme, tous les contrats de sponsoring qu'ils ont fait, ça va prendre du temps, mais si ça donne, ça va bien donner, oui. Donc ils ont fait des contrats avec l'UFC, ils ont racheté le nom du Staples Center, ça ne s'appelle plus Staples Center, maintenant vous savez c'est le stade des Lakers à Los Angeles, ça s'appelle maintenant le Crypto.com Center. Ils financent également la Formule 1, ils financent des sports, la Coupe du Monde du Qatar, entre autres, donc c'est une visibilité énorme, c'est une entreprise américaine, ils ont énormément d'ambition, ils sont à l'américaine, à la John Wayne, quoi. Ils viennent, ils déglinguent tout et ils posent des questions après.